Je voulais vous parler de Evgueni Prigojine. Evgueni Prigojine qui a donc fait trembler le pouvoir russe ce week-end avec une séquence qu'on a un petit peu de mal à décoder ce week-end. Un acte de rébellion ultime, une menace de guerre civile, des blindés lancés à l'assaut de Moscou et puis soudain une accalmie, un revirement inattendu, des blindés qui font demi-tour et un chef qui prend le chemin de l'exil. Une séquence qui est surprenante et qu'on a donc beaucoup de mal à décoder. Qu'a gagné Evgueni Prigojine dans cette manœuvre? C'est toute la question qu'on est en droit de se poser ce lundi matin, avec au final une part significative de sa milice privée, le groupe Wagner, qui va donc être intégré aux forces régulières soumises au commandement des généraux russes. Donc fini le cavalier seul et l'autonomie dont ces troupes pouvaient bénéficier jusqu'ici. Il faut dire que Wagner aura rendu plus que service à l'armée régulière russe. C'est bien cette milice qui pendant des mois a tenu tête à l'armée ukrainienne à Bakhmout pour au final prendre le contrôle de cette ville. Une des rares victoires que les Russes ont pu revendiquer ces derniers mois. Une victoire à la Pyrrhus, puisque le drapeau du vainqueur flotte sur un champ de ruines, mais une victoire quand même. Il aura fallu près d'un an de combat acharné pour prendre le contrôle de cette localité, somme toute modeste, puisque Bakhmout, c'est une ville de 70 000 habitants seulement, mais c'est un symbole et c'est une victoire de Wagner, pas une victoire de l'armée régulière russe. Alors qu'a voulu faire Evgueni Prigojine en lançant ses soldats en direction de Moscou, en prenant le contrôle du quartier général de Rostov, démontrer sa puissance de feu, étaler au grand jour l'incurie de l'armée russe, tester la solidité du pouvoir russe, l'adhésion de l'armée, l'adhésion de l'opinion publique à Vladimir Poutine. On notera en tout cas que ces troupes n'ont pas rencontré de résistance sur la route de Moscou, ce qui donne une scène assez surréaliste où une faction peut défier un pouvoir central qu'on croyait extrêmement fort en toute impunité. On notera aussi la grande liberté de parole d'Evgueni Prigojine, qui a régulièrement brancardé dans le passé l'armée russe et son commandement, mais qui ce week-end était même en confrontation directe avec le récit officiel russe, expliquant que la guerre en Ukraine n'était pas un succès, qu'il n'était pas possible de prendre ce pays en quelques semaines ou en quelques mois, et que la Russie était malade de la corruption, et que même l'hypothèse d'un génocide au Donbass n'était pas vérifié. Un programme de candidat à l'élection présidentielle, un discours d'opposants qui faisait de Prigojine un rival de Poutine alors qu'il passait jusqu'ici pour son protégé. Et puis finalement donc Evgueni Prigojine est rentré dans le rang. Ses soldats retournent au combat, ils vont se mettre sous l'autorité des généraux de l'armée officielle. Le front ukrainien n'aura été dégarni que pendant quelques heures et Prigojine lui va prendre a priori le chemin de la Biélorussie. Et nous, observateurs étrangers, nous ne comprenons finalement pas grand-chose à cette séquence. On pourrait même la prendre pour une bonne nouvelle, un signe d'affaiblissement du pouvoir de Vladimir Poutine, une preuve de l'incapacité militaire qu'ont désormais les Russes à pouvoir conquérir le territoire ukrainien, l'annonce d'une défaite inévitable, mais ce serait oublier qu'un pouvoir blessé est peut-être encore plus dangereux lorsqu'il se sent remis en cause et que quand les empires sont finalement sur le déclin, la fuite en avant est souvent pour eux l'option la plus facile.